Nous sommes en mai 1945. Toute l'Europe est en ruine, et les pays voisins de l'Allemagne, en particulier, commencent à voir l'ampleur de l'occupation qui dure depuis des années. Il n'est donc pas étonnant qu'un sentiment de vengeance ou de réparation soit né dans de nombreux pays. Plusieurs pays ont demandé une compensation monétaire, mais d'autres sont allés encore plus loin et ont demandé l'annexion du territoire allemand. D'une part pour compenser les dommages de la guerre, mais aussi pour limiter le danger futur de l'Allemagne. Tout le monde connaît le déplacement de la Pologne vers l'ouest, et j'ai déjà fait une vidéo sur les plans d'annexion néerlandais. Mais aujourd'hui, nous nous intéressons à l'un des plans les moins connus. En effet, le voisin néerlandais du Sud, la Belgique, a également suivi une stratégie similaire. Dès 1945, de nombreuses voix s'y sont élevées pour réclamer une annexion partielle des territoires allemands voisins en Rhénanie du Nord-Westphalie et en Rhénanie-Palatinat. Au fil des années, ces revendications sont devenues de plus en plus fortes et, pour de nombreux observateurs, elles étaient considérées comme une affaire entendue. Mais ensuite, un revirement surprenant a eu lieu et la Belgique ne voulait soudainement plus de ces territoires. Il n'y a eu que de petits ajustements de frontières et certains villages allemands sont devenus belges. Qu'en est-il donc des plans d'annexion belges? Pourquoi la Belgique a-t-elle soudainement changé d'avis et quels territoires ont finalement changé de camp? Nous nous penchons sur toutes ces questions passionnantes dans la vidéo d'aujourd'hui. Amuse-toi bien! Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que la Belgique envisage d'annexer des territoires allemands. La même chose s'est produite après la Première Guerre mondiale et a été mise en œuvre. Dans le cadre du traité de Versailles, certaines communes, dont Eupen, Malmedy et Saint-Vith, ont été cédées à la Belgique. C'est aussi la raison pour laquelle il existe encore aujourd'hui une partie allemande en Belgique, en plus de la partie flamande et wallonne. Et une partie de l'importante ligne de chemin de fer des Fagnes a également été cédée à la Belgique. Cette ligne de chemin de fer était autrefois l'un des plus grands prestiges de la Prusse et a joué un rôle important pendant la guerre en tant que ligne de déploiement et de ravitaillement. Comme de nombreux territoires annexés par la Belgique se trouvaient à l'est de ce tracé, elle a fait valoir qu'elle devait également annexer la voie ferrée afin de garantir l'approvisionnement des communautés. Et la proposition belge a été acceptée dans le traité de Versailles. L'État belge devint alors propriétaire de la ligne de chemin de fer et de ses gares entre Raeren et Kalter-Herberg. Plusieurs enclaves allemandes furent ainsi créées qui allaient jouer un rôle important par la suite. Par la suite, le pays s'est déclaré strictement neutre, espérant ainsi être épargné par l'agression allemande. Mais comme pour les Pays-Bas et le Luxembourg neutre, cela n'a guère aidé contre l'agression allemande. Le 10 mai 1940, la Belgique a été attaquée par l'Allemagne sans avertissement préalable, ce qui a marqué le début de la campagne belge. L'Allemagne a répété sa tactique de la Première Guerre mondiale pour avancer vers la France. En effet, le long de la frontière franco-allemande se trouvait la ligne Maginot, extrêmement fortifiée, qu'elle pouvait contourner en passant par la Belgique. De plus, le paysage plat et ouvert de la Belgique offrait de bonnes conditions pour une avancée rapide des divisions blindées allemandes, qui pouvaient ainsi surprendre et diviser les forces alliées. Les pensées revanchardes ont également joué un rôle, car comme nous l'avons expliqué, la Belgique a annexé le territoire allemand après la Première Guerre mondiale. La tactique de la guerre éclair de l'Allemagne a été très efficace et en seulement 18 jours, la Belgique a été vaincue et a dû capituler. Bien qu'il y ait eu quelques groupes qui ont collaboré avec les occupants allemands, une grande partie de la population était méfiante envers les Allemands, surtout lorsque ceux-ci ont commencé à déporter et à assassiner environ 25 000 citoyens juifs de Belgique. Et au fur et à mesure que la guerre avançait, il y avait aussi des répressions massives et des rationnements de nourriture envers le reste de la population. Il faudra attendre septembre 1944 pour que l'État soit libéré par les forces alliées, principalement les troupes britanniques, américaines et canadiennes.
L'offensive des Ardennes de l'hiver 1944-45 fut alors la dernière grande bataille sur le sol belge. Mais le pays était en ruine et une crise politique se profilait en outre dans le pays. Il y avait donc de plus en plus de politiciens qui demandaient une indemnisation généreuse de l'Allemagne lors des conférences des Alliés qui ont suivi. Outre les compensations financières et le prêt de main-d'œuvre, la possibilité de plusieurs annexions territoriales est entrée en jeu. Alors que les partisans de la ligne dure exigeaient une large avancée en Rhénanie du Nord-Westphalie et en Rhénanie-Palatinat, il devint rapidement clair que les Américains ne toléreraient pas un changement territorial aussi important. Ils voulaient reconstruire rapidement la RFA afin de pouvoir l'utiliser comme un rempart solide contre le communisme. C'est pour la même raison que les énormes plans d'annexion néerlandais ont été rejetés. Il y a donc eu de petits déplacements de frontières et des adaptations de frontières. C'est ainsi que le 1er avril 1949, avant même la création de la RFA, plusieurs régions allemandes sont devenues belges. Il s'agit du quartier Bilchen d'Aix-la-Chapelle, d'une partie du village de Leichau, de Losheim, dans la commune de Hellenthal, et de Hemeres en Rhénanie-Palatinat. La Belgique voulait ainsi avoir un meilleur accès à la Vennbahn, qui était toujours aux mains de la Belgique après le traité de Versailles. Mais la première annexion a créé encore plus d'enclaves allemandes. C'est pourquoi, dans une étape ultérieure, encore plus de communes devaient devenir belges. Mais à la surprise générale, le gouvernement belge a fait volte-face en 1949. D'une part, le gouvernement régional de Rhénanie du Nord-Westphalie a protesté massivement, mais cela n'a joué qu'un rôle secondaire dans la décision. De nombreux politiciens du gouvernement belge considéraient l'annexion de ces quelques villages comme tout simplement inutile. Ils ne prévoyaient pas de rouvrir la Vennbahn, car cela aurait coûté énormément d'argent. De l'argent qui n'était pas disponible dans la période d'après-guerre. Par conséquent, l'incorporation des territoires environnants n'était plus nécessaire. De plus, le gouvernement belge ne voyait pas le soutien de la majorité de la population belge pour ces mesures. Beaucoup craignaient plutôt que la communauté germanophone en Belgique ne se renforce, ce qui pourrait entraîner de nouveaux troubles sociaux dans le pays. La Belgique a donc renoncé à tout autre plan d'annexion et a même décidé, à peine 10 ans plus tard, de rendre à l'Allemagne tous les territoires déjà annexés. On en est arrivé au traité frontalier belgo-allemand du 24 septembre 1956, dans lequel il a été décidé que la Belgique se retirerait des territoires restants au cours des 2 prochaines années. Ainsi, le 28 août 1958, tous les villages précédemment incorporés sont redevenus allemands. À quelques exceptions près, la Belgique a continué à les garder. Le village de Losheimer Graben et la partie ouest de la commune de Leichau, ainsi que certaines forêts environnantes, ont été étonnamment exclues de ce rétablissement. Ces régions sont restées en Belgique, tout comme les régions déjà annexées en vertu du traité de Versailles, que l'Allemagne avait récupérées à court terme pendant la guerre de 1940. C'est là qu'est née la communauté germanophone de Belgique, qui joue encore aujourd'hui un rôle important dans le pays. En janvier 2008, il y a eu de nouvelles discussions sur les frontières. Il s'agissait à nouveau de la Vennbahn. En Belgique, il y avait des projets de démonter les rails de chemin de fer et d'y construire une piste cyclable à la place. Mais cela a aussi fait naître des craintes de perdre le territoire et les communautés qui s'y trouvent. Il n'y a pas d'informations précises dans les accords frontaliers précédents sur ce qui se passerait si les rails étaient retirés. Le ministère belge des Affaires étrangères et le ministère des Affaires étrangères se sont mis d'accord sur le fait que les frontières définies par le contrat seraient permanentes et qu'il n'y aurait plus de changement de frontières. Heureusement, l'époque où l'on se disputait et se battait pour chaque mètre carré de frontière était révolue. Les 2 pays font désormais partie de l'Union européenne et les frontières mutuelles n'ont plus beaucoup d'importance. C'est ainsi qu'est née la piste cyclable transfrontalière Vennbahn entre l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg sur environ 125 km.
Elle va d'Aix-la-Chapelle à Ulflingen, en passant par le parc naturel des Hautes-Fagnes-Eifel et les Ardennes, et est un véritable point fort de la région. À certains endroits, on peut encore voir les anciennes voies prussiennes, mais sinon, elle est devenue un symbole de l'unité et de la coopération européenne.